Gonzague Dromard, bonjour. Bonjour Quentin. Le diplôme que vous rêviez d'avoir quand vous étiez enfant, adolescent, c'était quoi? Demande Ouais. un peu en arrière. Question très française. Bien sûr. Quand j'étais enfant, c'est peut-être le métier que je voulais faire qui est la question peut-être la plus intéressante, et je voulais être boxeur sur planche à voile. Et malheureusement, il n'y avait pas de Il n'y diplôme. avait pas de diplôme pour ça, non. Toujours pas d'ailleurs. Et toujours pas, j'ai regardé récemment. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Gonzague Dromard, DG d'Emeritus, une pépite de la EdTech valorisée plus de 3 milliards de dollars. Pitchez-moi cette boîte. Le Gonzague pitch, Dromard, Emeritus, c'est une start-up dans l'éducation, donc une EdTech, comme on dit dans notre jargon, dont la mission est de démocratiser l'éducation de très haute qualité. Par démocratiser, on entend rendre accessible et abordable l'éducation fournie par les plus belles institutions académiques du globe, à savoir le MIT, Cambridge, Wharton, Kellogg, Stanford. On peut parler d'ubérisation des grandes écoles ou pas? Non, pas dans la mesure où on va permettre aux particuliers et aux entreprises d'accéder à un format qui n'existe pas aujourd'hui de formation. Et donc on invente un segment de marché pour les... On invente complètement un segment de marché, si on peut parler de marché, mais surtout une opportunité de se former avec ces institutions qui n'ont pas vocation à venir vers vous. Mais d'habitude, si vous voulez vous former avec le MIT, il faut aller à Boston. Normalement. Et grâce à vous, on va en reparler de ça. Je n'ai pas envie d'aller trop vite. Cette start-up, toujours est-il qu'elle est née en Inde, et qu'elle vient tout juste de s'installer sur le territoire français. Qu'est-ce que ça révèle, cette installation en France, maintenant, à cet instant précis? C'est assez stratégique dans l'histoire d'Emeritus. Emeritus, c'est une société qui a moins de 10 ans et qui a accéléré très très fort sur ces dernières années, ces 18 derniers mois. On a une très grosse levée de fonds qui nous permettent d'accélérer sur deux aspects. Le premier aspect, c'est parler de plus en plus aux entreprises. Parce qu'on a formé près de 300 000 personnes dans le monde. La moitié d'entre elles se sont fait offrir la formation par leur employeur. Et donc on veut lancer le B2B, on veut accélérer là-dessus. Et l'autre aspect, c'est l'internationalisation. Elle est née en Inde, elle explose aux États-Unis, elle explose en Amérique du Sud. Il reste l'Europe. L'Europe, on est là depuis 2 ans, et en France depuis moins d'1 an. Et donc la France n'était pas le premier pays européen. La France n'est pas le premier pays européen. Non, notre siège Europe est à Londres, et on se lance de façon simultanée dans les pays nordiques, en France, Allemagne, Autriche, Suisse. Pourquoi vous, Gonzague Dromard, pourquoi vous avez été l'élu? Là, ça fait 11 mois, je crois que vous avez été nommé à ce poste de 10 mois, 10 mois, à ce poste de DG. Pourquoi est-ce que vous avez travaillé chez Accenture, je crois? Et entre autres, pourquoi est-ce qu'on vous a choisi, vous, pour incarner et pour développer cette société? Parce que vous êtes français, à l'évidence. Je suis français, je viens du milieu de l'EdTech. Avant ça, je travaillais pour une très belle société qui s'appelle General Assembly, que j'ai aussi lancée en France, d'origine américaine, celle-là. En fait, c'est tout simplement, j'ai suivi mon boss. Mon boss faisait partie aussi des premiers employés de l'entreprise précédente. Je l'ai suivi une fois, et je l'ai suivi une seconde fois quand il m'a dit « Rejoins-moi, tu vas voir, ça va être pas mal, il y a pas mal de choses à faire ». Il m'a convaincu et je constate. Classique, finalement. Classique. On suit quelqu'un en qui on a confiance, qui Exactement. nous inspire. Tout à fait. D'accord. Très loyal et sain. J'espère. Donc j'ai dit, vous avez travaillé chez Accenture. On va parler du rapport du diplôme, parce que peut-être que si la France n'est pas le premier pays européen dans lequel Emeritus s'est implanté, c'est peut-être parce qu'en France, cette question académique, cette question du diplôme et des études supérieures est un peu touchy. Non? Est-ce que je me trompe? Non, elle est touchy. Pourquoi? C'est pas pour ça que c'est pas le premier pays dans lequel... C'est pas pour ça. Comme je vous l'ai dit, on arrive en Europe d'un coup et dans plusieurs pays en même temps. Et la France fait partie des pays où il y a le plus de choses à faire. Je pourrais y revenir. Mais oui, c'est touchy. Et c'est touchy parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on qualifie encore les gens par leur parcours. C'est la première question qu'on pose. Quand on rencontre quelqu'un dans un cocktail, je ne sais où, on dit alors vous êtes X ou... Alors on le demande de moins en moins parce que je pense que ça, quelque part, ça devient un peu démodé. Il y a des choses qui changent quand même. On aime bien dire que c'est automatique. On le demande de moins en moins parce que c'est ringard, mais peut-être que dans la tête, on l'a toujours entendu cette question-là. On qualifie souvent les gens par leur parcours académique qu'ils ont fait il y a 5, 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans. Il y a toutes les notes de nomination qui tombent dans la presse, notamment dans le Figaro, ça
passe souvent par le diplôme. D'ailleurs, ça serait intéressant. d'une personne. Ça m'inspire. Est-ce qu'il y a qu'en France où on qualifie les gens, machin est un HEC, est un ESSEC, est un truc. Cette expression, cette manière Il n'y a qu'en France. Ouais, ça révèle, on y est, on est dedans. Ouais, dans les pays anglo-saxons, le diplôme, le parcours que vous avez fait vous marque, mais vous marque plus par le réseau que vous y avez fait, par l'alumni que vous avez intégré, et le corps que vous avez intégré. Et il y a cette logique de réseau qui est très forte, mais moins celle de l'étiquette. Et comment on change des habitudes, des vieilles traditions bien françaises, justement. C'est aussi votre rôle, finalement, de faire en sorte que eh bien, l'offre que vous souhaitez répandre, eh ben, ça ne met pas, c'est pas le terme, ça ne met pas en péril, mais disons, ça ne vient pas changer la valeur, la soi-disant valeur d'un diplôme. Il y a ce sujet-là aussi. La vraie question, c'est de savoir si la formation que l'on fait, que l'on a fait ou que l'on va faire, vous permet d'accéder au métier de vos rêves. Et aujourd'hui... Vous, gamin, vous ne pouviez pas. Avec boxeur sur planche à voile, malheureusement, il n'y a pas de filière, il faut l'inventer. Mais la réalité, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, il faut considérer que le parcours académique initial qu'on a pu suivre il y a 20, 15, 30 ans doit déterminer ad vitam le profil professionnel que vous allez avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, on repense tous notre relation au travail, à notre vie professionnelle. C'est important de savoir qu'on peut changer, on peut s'ajuster, on peut moderniser son parcours et qu'en fait, on peut reprendre le contrôle dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir accéder à des très belles formations qui vous ouvrent des voies. Quelle formation aujourd'hui? Après, on va repasser sur la France, mais Emeritus, qu'est-ce qui a le plus de succès, disons? Qu'est-ce que vous voyez parmi les clients, parmi les apprenants qui veulent utiliser Emeritus? Ils veulent être diplômés de quoi, le plus souvent? Il y a grosso modo 3 grandes verticales qui marchent très bien. C'est souvent celles qui sont liées aux transformations des entreprises modernes, à savoir le digital, dans tous les sens du terme, la data, l'intelligence artificielle. Et puis, le troisième que l'on voit beaucoup émerger, qui est l'ESG, la RSE, la sustainability, développement durable, qui est chez nous aussi un levier de croissance très très fort. Et on crée de plus en plus de produits avec les Cambridge, avec Bocconi, avec Wharton, avec le MIT et d'autres, pour accélérer la compétence dans ce domaine. Et c'est tant le particulier que les entreprises qui sont en demande de créer ces nouvelles compétences qui n'existent pas encore. Accélérer les compétences, est-ce que ça passe par une accélération de la formation aussi? C'est-à-dire que ce que vous proposez, c'est la même durée qu'une formation normale, entre guillemets, et là, énorme lapsus, une formation normale, mais est-ce que c'est la même durée? Est-ce que vous proposez, ou alors vous proposez des choses un peu plus vitaminées qui vont très vite Plusieurs formats. Il y a le format relativement court et le format long. Le format court, ça va être 6 à 10 semaines, on va dire 8 semaines en moyenne, où vous allez passer 4 à 6 heures en temps de formation. Vous allez dédier 4 à 6 heures de temps de formation par semaine. Sur ces 4 à 6 heures, vous allez avoir 1 à 2 heures de live. Live, ça va être, vous êtes avec un groupe, vous êtes sur 20-30 personnes, il y a une date de début, une date de fin. Et ces lives, ça va être avec le faculty du MIT qui va délivrer sa formation pendant 1 à 2 heures. Et puis le reste, ça va être asynchrone, ça va vous permettre de gérer votre temps, insérer cette formation dans votre vie pro-perso. Et ça sur, comme je disais, entre 6 et 10 semaines. Ça, c'est un format relativement court, mais qui va cibler toujours une compétence donnée. Est-ce que vous diriez, vous, à vue de nez comme ça, j'imagine que c'est votre souhait évidemment, mais que sur un profil LinkedIn lambda, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'expérience professionnelle que de diplôme. Quand on va sur la partie diplôme, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3 écoles. Est-ce qu'à terme, dans la partie école, diplôme, justement, la liste va avoir tendance à s'allonger? Vous Elle est déjà en train de s'allonger. Ouais. Je pense qu'il y a peu de gens qui n'ont qu'un logo sur la partie formation. L'idée, c'est de pouvoir faire valoir le fait que vous ayez pris le temps de vous former sur l'économie circulaire, par exemple, et que vous l'avez fait avec Cambridge et pas avec n'importe qui. Ça, c'est très valorisant socialement et pour l'employabilité, quoi. Totalement.
Et d'ailleurs, la plupart des leaders de transformation dans les entreprises, les Chief Data, Digital ou Sustainability Officer, se tournent vers nous le plus souvent pour embarquer, pour créer la compétence qui manque dans l'entreprise à travers ces formations. Et ils savent souvent qu'ils ont du mal à motiver les gens à se former. Alors, ils viennent les chercher par l'employabilité que proposent les certificats que l'on propose. Vous avez cité Wharton, vous avez cité le MIT, vous avez cité Columbia, je crois. Vous n'avez pas cité de structure française. INSEAD. INSEAD, depuis 11 mois, peut-être plus. Avec quelles écoles vous parlez et comment se passent ces discussions? Comment se passent ces discussions avec HEC, avec les SEC, avec toutes ces écoles que tout le monde connaît? Alors c'est très intéressant. Nous, on a pour objectif de effectivement sélectionner les bonnes écoles qui vont rentrer depuis la France dans le portefeuille. Parce que là, on se dit, s'il y a le MIT, s'il y a Wharton et des choses comme ça, pourquoi... Oui, mais on discute avec certaines d'entre elles, d'ores et déjà. On identifie les parcours, on identifie les sujets. L'idée, c'est pas seulement de rendre accessible une école française au reste des Français, mais peut-être au reste du monde aussi. Et pour ça, il y a aussi cette logique de sélectionner les belles marques qui ne parlent pas que à la France. On en a moins que de l'autre côté de l'Atlantique, mais on a fait la même chose. On est arrivé il y a à peu près un peu plus de 2 ans en Amérique du Sud et on a plus d'une dizaine de partenaires académiques en Amérique du Sud et les plus belles écoles de la région. Aujourd'hui, il y a Gonzague Dromard, il y a 1000 formations alternatives, si je puis dire, qui vont au-delà du principe d'éducation et d'études supérieures qu'on connaît, c'est-à-dire l'amphithéâtre, et le diplôme et les grandes écoles. Il y a plein d'écoles qui se lancent, parfois 100% digital. C'est des offres alternatives. Est-ce qu'il n'y a pas un écueil de se perdre en fait, au milieu de toute cette offre de formation? À qui je peux faire confiance? Pourquoi faire confiance? Qu'est-ce que ça vous inspire à la rigueur, on tentait de se dire d'un côté, c'est formidable. Enfin, une offre de formation de plus en plus large, etc. Mais on est tenté aussi de se dire, la vraie valeur d'un diplôme, la vraie valeur d'une formation, comment est-ce qu'on la calcule? Où est-ce qu'on place le curseur, finalement? C'est une excellente question. Moi, quand je suis rentré dans l'EdTech en 2019, il y avait plus de 60 000 personnes, 60 000 organismes de formation qui existaient en France. Aujourd'hui, il faut nettoyer un peu tout ça. Et une des raisons qui fait qu'on choisit une formation, c'est souvent parce qu'on va être capable de prouver qu'à travers cette formation, on a vraiment acquis certaines compétences. Et c'est là que les grandes écoles du monde peuvent vous aider à faire valoir cette crédibilité. Gonzague Dromard, donc vous êtes DG d'Emeritus et je vous remercie d'avoir répondu à mes questions pour les Talk Décideurs du Figaro. Je vous dis à très bientôt. Merci Quentin.